Dans la ville de Bâton Rouge, un silence inquiétant régnait depuis plusieurs mois, enveloppant la communauté d'une ombre grandissante. Ce silence, lourd et oppressant, était le témoin d'une terreur omniprésente. Après une série de meurtres macabres, la population vivait dans un état de frayeur constant. Des femmes disparaissaient, comme englouties par les ténèbres, et le seul fil conducteur qui reliait ces affaires, aussi minuscule et insaisissable qu'une brume matinale, était l'absence de traces évidentes. Pas de lutte, pas de témoignage, rien qui puisse indiquer qui était derrière ces disparitions. Les policiers étaient sur les dents, travaillant jour et nuit dans l'espoir de percer ce mystère, mais ils se retrouvaient perdus dans un labyrinthe sans issue. Les pistes se multipliaient, mais elles semblaient toujours mener à des impasses. Chaque découverte apportait son lot de questions sans réponse, et la ville, jadis pleine de vie, se retrouvait progressivement paralysée par l'inquiétude. Tout avait commencé il y a plusieurs années, un tournant pour Bâton Rouge. Les premiers meurtres étaient d'une brutalité inouïe. Des jeunes femmes, souvent issues de milieux précaires, étaient retrouvées dans des positions dégradantes, leurs corps manipulés et abandonnés comme des objets sans valeur, laissés dans des lieux sombres et oubliés de la société. Des ruelles isolées, des parkings désertés, des champs abandonnés. Des endroits où l'on aurait voulu que ces victimes n'aient jamais existé. Chaque scène de crime portait la marque de la cruauté d'un esprit tordu, et pourtant, rien ne semblait relier ces meurtres, aucun motif évident, aucun lien qui puisse aider les enquêteurs à tracer une ligne entre eux. Pendant longtemps, la police chercha en vain des indices concrets, des témoins, ou même un suspect, mais tout ce qu'ils trouvaient était des fantômes, des traces de pas effacées par le vent du doute. Ce n'est que plus tard que la découverte d'un élément décisif changea la donne, l'ADN d'un tueur en série, un certain Shinjili, fut retrouvé sur plusieurs scènes de crime. Ce nom, jusque-là inconnu, devint synonyme d'effroi. Gili était un homme mystérieux, un individu qui ne correspondait en rien à l'image classique du tueur en série que l'on pourrait imaginer, il semblait être un citoyen ordinaire, un homme dont la vie semblait calme et sans histoire. Mais derrière cette façade banale se cachait une monstruosité indescriptible. Lors de son arrestation, il avoua être responsable de plusieurs meurtres, mais il se montra d'une froideur glaciale, refusant systématiquement de coopérer avec les enquêteurs. Ses aveux étaient vagues, presque dénués de détails, et il ne semblait pas y avoir d'autre raison pour lui d'avouer que de provoquer les autorités. Ce qui était encore plus perturbant, c'était le fait qu'il refusait de parler aux enquêteurs, se contentant de confesser ses crimes dans des moments où personne n'était présent, prétendant s'adresser à Dieu. Les autorités étaient déconcertées. Gili semblait mener un jeu cruel avec la police, une sorte de défi macabre qui laissait les enquêteurs dans l'incertitude. Lorsqu'il était interrogé, il ne fournissait jamais de réponse qui pouvait les aider à comprendre son mode opératoire, ni à lier ses meurtres à d'autres crimes non résolus. Au contraire, chaque réponse semblait faire naître plus de questions. Pourquoi avouer, mais ne jamais offrir de véritable explication? Pourquoi se cacher dans un silence volontaire, comme s'il détenait un pouvoir qu'il voulait garder pour lui? Ce mystère insondable autour de Shinjili créait une tension de plus en plus palpable au sein de la communauté, et la police se trouvait face à un adversaire aussi insaisissable qu'intelligent. Mais le pire dans toute cette histoire, c'est que Gili n'était peut-être pas le seul tueur à frapper dans la région. Alors que l'enquête s'enlisait dans les méandres de son silence et de ses aveux énigmatiques, d'autres meurtres eurent lieu, comme des échos d'une malédiction qui ne semblait pas vouloir se stopper. Ces nouveaux crimes portaient la même signature, mais cette fois-ci, les autorités commencèrent à percevoir des différences subtiles, des changements dans le modus operandi. Les corps étaient laissés dans des lieux différents, les traces retrouvées étaient moins évidentes, plus effacées. L'ADN retrouvé sur certaines scènes semblait encore une fois appartenir à Gili, mais il y avait des incohérences, des détails qui échappaient à toute logique. Des rumeurs commencèrent à circuler, alimentant la paranoïa de la population déjà sur les nerfs. Certains murmuraient qu'un imitateur, un disciple peut-être, avait émergé, imitant les méthodes de Gili tout en poussant le jeu encore plus loin. D'autres parlaient d'un groupe, un collectif de tueurs qui opérait en toute discrétion, se cachant dans les recoins de la ville, attendant le moment parfait pour frapper à nouveau. Mais à chaque nouvelle disparition, une certitude se faisait de plus en plus forte, quelque chose de bien plus sombre se cachait derrière ces meurtres. Les enquêteurs ne pouvaient plus se contenter d'une seule piste. Il fallait regarder plus loin, dans des endroits que la ville elle-même semblait avoir oubliés.
La terreur se propageait. Les habitants, terrifiés, évitaient les lieux où les crimes avaient eu lieu, comme si la présence du tueur pouvait encore hanter l'air même qu'ils respiraient. Les rues se vidaient dès la tombée de la nuit, et ceux qui osaient encore sortir se retrouvaient plongés dans une angoisse constante. L'idée que la ville était en proie à une force invisible, à un mal aussi ancien que le monde lui-même, s'immisçait dans les esprits. La question qui se posait alors était plus angoissante que jamais: combien de meurtres restaient à découvrir avant que la vérité n'éclate au grand jour? Et, surtout, qui, parmi les ombres, se cachait encore derrière ce silence glacé qui avait pris en otage Bâton Rouge? En parallèle des investigations sur Shinjili, un autre nom revenait fréquemment dans les enquêtes des policiers de Bâton Rouge: Derek Tudley. Ce tueur, déjà condamné pour les meurtres particulièrement violents de 2 femmes, avait longtemps été considéré comme un simple cas isolé. Mais à mesure que l'enquête sur les disparitions récentes avançait, un lien inquiétant commença à se dessiner entre Tudley et plusieurs autres assassinats non résolus. Ce tueur avait fait preuve d'une violence froide et calculée dans ses actes, et ses meurtres, toujours exécutés avec une précision clinique, laissaient derrière eux des scènes particulièrement perturbantes. Mais même avec l'aveu de Gilly, qui semblait avoir dominé l'attention des enquêteurs, de nombreuses zones d'ombre persistaient, suggérant que l'ombre du tueur en série n'était pas encore dissipée. Le climat de terreur qui enveloppait la ville n'allait pas tarder à s'alourdir encore davantage. En 2002, une découverte macabre allait une nouvelle fois perturber la fragile paix de la ville. Le cadavre d'une femme, Renée Newman, une bibliothécaire de la trentaine, fut retrouvé dans un parc isolé, ses mains nouées autour de son cou, comme une ultime tentative de donner un sens sinistre à son assassinat. La scène, sordide et délibérément mise en scène, offrait un tableau effrayant de violence. L'autopsie de la victime révéla un détail particulièrement inquiétant: la méthode d'étranglement, ainsi que l'organisation de la scène de crime, étaient frappantes par leur similitude avec les précédents meurtres non résolus. Les marques d'une grande minutie dans la mise en scène du corps laissaient penser qu'il s'agissait du même assassin. Cependant, ce qui perturbait davantage les enquêteurs, c'était que cette victime semblait appartenir à une catégorie sociale complètement différente de celle des précédentes victimes, une femme d'une trentaine d'années, issue d'une famille respectée de la classe moyenne, sans aucun lien apparent avec les autres victimes, souvent des femmes issues de milieux défavorisés. Cette divergence sociale souleva une hypothèse troublante: et si un 3e tueur en série sévissait à Bâton Rouge? Cette perspective fit frémir les autorités, déjà sur le fil du rasoir avec les affaires de Gilly et Tudley. Les enquêteurs se retrouvèrent pris au piège d'une spirale complexe, à mesure que chaque nouveau meurtre semblait multiplier les suspects et les théories. Le spectre d'un tueur supplémentaire venait ternir encore davantage l'espoir de résoudre l'affaire, et la possibilité que ces meurtres puissent être liés entre eux ne faisait qu'alimenter l'incertitude grandissante. Mais comme souvent dans ces enquêtes macabres, l'ADN, ce témoin silencieux mais précieux, allait encore une fois jouer un rôle clé. Les autorités avaient récolté des échantillons d'ADN sur le corps de Renée Newman, et après des analyses poussées, ils firent une découverte cruciale. L'ADN retrouvé sur la scène du meurtre correspondait à celui trouvé sur les corps d'autres victimes dont les meurtres étaient restés sans solution, notamment ceux de Sylvia Cobb et de Florida Edwards, 2 femmes dont les disparitions remonteraient à plusieurs années. La surprise fut totale lorsque cette analyse révéla un nom jusque-là ignoré: Jeffrey Guillory. Guillory, un délinquant notoire avec un long passé de violence, apparaissait soudainement comme le maillon manquant. Ses antécédents étaient pleins d'agressions, de violences domestiques, et il avait plusieurs fois été arrêté pour des faits similaires. Cependant, il n'avait jamais été lié à un meurtre aussi brutal. L'idée qu'un homme avec un tel passé criminel puisse avoir basculé dans le meurtre en série avait bouleversé les enquêteurs, mais c'était aussi la confirmation que ce tueur, bien qu'il ait échappé à la justice jusqu'alors, avait finalement laissé une trace. Son ADN, présent sur les scènes des meurtres non résolus, jetait une lumière sinistre sur ses actes passés. Les policiers, enfin sur une piste plus solide, se lancèrent dans la traque de Guillory. Mais ils étaient conscients que la route serait semée d'embûches. Guillory n'était pas un homme facile à cerner. Il avait fait en sorte de rester sous les radars pendant des années, et son caractère imprévisible compliquait toute tentative de l'interroger ou de l'appréhender. Les témoins qui avaient pu le croiser dans le passé avaient souvent décrit un homme erratique et difficile à suivre, changeant constamment de comportement et d'apparence. Mais maintenant qu'un lien direct avait été établi,
les policiers savaient que le temps était compté. Un homme aussi dangereux ne devait pas rester en liberté, et chaque minute comptait. Le début d'une nouvelle chasse à l'homme s'engageait, avec une intensité accrue par le poids de l'histoire derrière eux. L'angoisse grandissait, non seulement pour la police, mais pour toute la communauté de Bâton Rouge. Une ville déjà brisée par les meurtres de Gilly et Tudley se retrouvait à nouveau plongée dans la terreur, se demandant combien d'autres victimes devraient encore tomber avant que la justice ne rattrape enfin le ou les responsables. Le mode opératoire de Jeffrey Guillory était frappant par sa constance. Il choisissait toujours des lieux isolés, souvent des parcs désertés ou des ruelles sombres, où ses victimes se sentaient en sécurité et vulnérables. L'attaque était brutale et soudaine, un choc immédiat qui laissait peu de chance à ses victimes de fuir. Après le meurtre, il manipulait systématiquement les corps, les abandonnant dans des positions macabres, comme pour laisser une signature indélébile, une marque de contrôle et de pouvoir. Cette froideur calculée, cette mise en scène morbide, devenait la véritable obsession des enquêteurs. Chaque scène de crime semblait porter la même signature, une précision clinique dans la violence, un sens du détail presque artistique. Cependant, ce qui déconcertait vraiment les policiers, c'était la manière dont Guillory se comportait pendant les interrogatoires. Malgré les preuves accablantes ADN retrouvées sur les scènes de crime, empreintes digitales, témoins visuels, Guillory restait d'une calme inquiétante. Il ne montrait aucune émotion, aucun remords, aucune panique face à la situation. Chaque question posée par les enquêteurs semblait le laisser indifférent, et il répondait souvent par des sourires méprisants, comme s'il se savait intouchable. Ce dédain absolu, cette attitude arrogante, rendait l'enquête encore plus frustrante. Guillory niait systématiquement les accusations, se murant dans un silence obstiné, jouant avec les policiers comme un chat avec une souris. Malgré cela, les preuves ne laissaient aucune place au doute. Son ADN se retrouvait sur les corps de plusieurs victimes, et ses empreintes digitales avaient été découvertes sur des objets appartenant à ces victimes. Mais la véritable percée dans l'affaire vint de Johnny Martinez, une survivante de ces agressions. Johnny, une jeune serveuse de Lafayette City, avait vécu un véritable enfer des mains de Guillory. Alors qu'elle se promenait seule dans un parc un soir, elle fut attaquée par le tueur, frappée violemment avant d'être étranglée. Dans un ultime acte de survie, elle parvint à simuler sa propre mort, tombant au sol et arrêtant toute respiration, espérant que son agresseur la croirait morte. Cela lui permit de fuir lorsque Guillory, satisfait de son « travail », se détourna brièvement pour récupérer des objets personnels sur la victime, et c'est à ce moment précis qu'elle s'échappa en courant. Les jours qui suivirent, Johnny donna une description détaillée de son agresseur à la police. Elle parla d'un homme grand, à l'allure déconcertante, avec des yeux perçants et un comportement calme presque inquiétant. Mais ce n'était pas tout. Lorsqu'une vidéo de surveillance d'un distributeur automatique de billets, où Guillory avait retiré de l'argent avec une carte de crédit volée à l'une de ses victimes, fut montrée à Johnny, elle n'eut aucun mal à identifier le tueur. La confirmation de cette identification fit basculer l'enquête. Non seulement les enquêteurs avaient désormais un visage, mais aussi une preuve tangible, une vidéo montrant Guillory, froid et impassible, en train de retirer de l'argent avec une carte volée. Cela liant définitivement l'homme à une série de meurtres et d'agressions violentes. Guillory, malgré sa volonté de nier et de minimiser son implication, se retrouva finalement face à une montagne de preuves. Les témoins, les vidéos, les analyses ADN, tout pointait vers lui. Le dossier était en béton. Les enquêteurs n'avaient plus besoin de son aveu. Ils avaient un coupable, mais ce dernier, malgré son attitude défiante, ne pouvait plus échapper à la justice. Lors de son procès, Guillory adopta la même attitude méprisante, écoutant sans réagir les témoignages des survivants et des familles des victimes. Ses avocats tentèrent de minimiser son rôle, mais le jury, après plusieurs jours de délibération, rendit un verdict sans ambiguïté. Guillory fut reconnu coupable des meurtres de Florida Edwards, Sylvia C.O.B. et René Newman, ainsi que de la tentative de meurtre de Johnny Martinez. Il fut condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. La justice, dans une certaine mesure, fut rendue, mais l'ombre des meurtres de Bâton Rouge ne se dissipait pas pour autant. Bien que Guillory ait été formellement lié à ces crimes, une question plus perturbante persistait: combien d'autres meurtres cet homme avait-il commis avant d'être enfin arrêté?
Son parcours criminel semblait s'étendre bien au-delà des meurtres résolus. Les autorités savaient que Guillory, avec son passé de violence, avait peut-être commis d'autres crimes non découverts, échappant ainsi à la justice pendant des années. Chaque investigation, chaque relecture des dossiers non résolus, semblait confirmer cette hypothèse. Et encore plus inquiétant, personne ne savait si Guillory avait agi seul dans ces actes horribles, ou si des complices restaient encore dans l'ombre, prêts à frapper à nouveau. Les habitants de Bâton Rouge, bien que soulagés de voir ce tueur enfin derrière les barreaux, ne purent s'empêcher de se poser cette question, et si cette série de meurtres n'avait pas encore atteint sa fin? Tant que des meurtres restaient non résolus, tant que des témoignages demeuraient ignorés, l'ombre de Guillory planait toujours sur la ville, comme une menace prête à ressurgir. La paix fragile de Bâton Rouge n'était qu'une illusion. À l'époque où l'ADN n'était qu'une technologie émergente, certaines victimes avaient sans doute payé le prix fort pour la lenteur du progrès scientifique. La science, encore balbutiante, n'avait pas su offrir la réponse rapide qu'une ville en proie à la peur et au doute attendait. Les enquêteurs, privés des outils de détection modernes qui aujourd'hui paraissent incontournables, avaient dû naviguer dans une mer trouble d'incertitudes. Les premiers meurtres étaient restés sans réponse pendant des mois, des années peut-être, laissant la population s'enfoncer dans une terreur quotidienne. Chaque disparition d'une femme, chaque meurtre atroce était une nouvelle plaie ouverte dans l'âme déjà fragile de la ville. L'absence de preuves tangibles rendait la traque des coupables encore plus désespérée, et malgré l'énorme pression médiatique et sociale, les autorités n'avaient pas pu empêcher que les ombres du mal s'étendent sur la ville. Les familles des victimes avaient attendu la justice en vain, cherchant des réponses, mais se heurtant à un mur d'incertitude. Ces femmes, disparues sans trace, étaient devenues des symboles silencieux de l'incapacité du système à protéger les plus vulnérables. Elles avaient été, pour la plupart, des femmes issues de milieux modestes, invisibles aux yeux de ceux qui auraient pu leur venir en aide. L'absence de témoins, de preuves matérielles, et même la lenteur des avancées technologiques en matière d'analyse génétique avaient laissé un vide que ni les enquêteurs ni les familles ne savaient comment combler. Aujourd'hui, la ville de Bâton Rouge, même si elle avait commencé à se remettre, portait encore ses cicatrices invisibles mais profondes. La mémoire collective gardait intacte l'image des corps retrouvés dans les recoins sombres de la ville, et les âmes des proches des victimes étaient toujours hantées par l'absence et l'injustice. La douleur persistait, mais elle se faisait discrète, comme un fardeau silencieux que chacun portait dans le fond de sa conscience, souvent sans le savoir. Chaque coin de rue, chaque parc déserté, semblait porter en lui l'écho de ces disparitions, comme si les esprits des victimes restaient suspendus dans l'air, attendant d'être entendus. Les forces de l'ordre, malgré la satisfaction de voir enfin des coupables derrière les barreaux, savaient qu'ils n'avaient pas tout effacé. La victoire contre ces tueurs en série ne pouvait pas effacer l'héritage de terreur qu'ils avaient laissé derrière eux. La justice, bien que rendue, restait imparfaite. Elle était froide, mécanique, et souvent, dans les affaires criminelles les plus horribles, elle ne réparait pas ce qui avait été brisé. Elle ne rendait pas les vies perdues, ni les nuits de sommeil paisibles aux familles détruites par la violence. Les enquêteurs, tout en se félicitant des avancées réalisées et de la résolution des meurtres, ne pouvaient ignorer que cette victoire n'était qu'une demi-mesure. Le mal, une fois libéré dans une société, laisse toujours une trace. Chaque enquête résolue en amène une nouvelle, et pour chaque coupable mis sous clé, il reste d'autres ombres à chasser. Les policiers savaient que la menace pouvait ressurgir à tout moment, que dans une ville marquée par la peur, le moindre signe de violence pouvait être le prélude à un autre cauchemar. Bâton Rouge avait appris à vivre avec ses démons, mais cela n'avait pas effacé la menace qui pesait en permanence sur elle. Les démons de la ville étaient nombreux et invisibles, parfois même intangibles. La violence sociale, l'inégalité, la pauvreté, l'abandon des quartiers déshérités, tout cela nourrissait une atmosphère où la terreur pouvait encore frapper sans avertissement. La ville, construite sur des mémoires partagées de lutte et de souffrance, semblait comme suspendue entre deux mondes, celui du passé, où la violence semblait inéluctable, et celui du futur, où la justice pouvait enfin dominer. La lumière de la vérité avait enfin percé, certes, mais elle avait fait naître d'autres questions. Le procès de Jeffrey Guillory et l'identification de Shingili comme responsable de certains meurtres n'avaient pas suffi à exorciser les démons de la ville. La peur, bien que moins palpable qu'auparavant, persistait dans les recoins sombres de Bâton Rouge. Chaque coin de rue,
Chaque parc isolé semblait garder les souvenirs des crimes qui s'y étaient déroulés. Ceux qui y vivaient, même s'ils ne parlaient pas souvent du passé, ressentaient cette présence, cette mémoire des atrocités qui les avaient frappés. Les cicatrices étaient là, invisibles mais indélébiles, marquées dans les cœurs des citoyens qui avaient survécu à ces années d'horreur. Ils savaient que la ville avait changé, mais qu'elle ne serait jamais plus la même. Le processus de guérison était long et difficile. Mais dans l'air, un souffle de renouveau soufflait lentement, la promesse d'un avenir où les ombres de la peur pouvaient peut-être, un jour, se dissiper définitivement. Mais jusqu'à ce jour, la ville restait sur le fil du rasoir, toujours sur ses gardes, se rappelant sans cesse que l'ombre d'un tueur pouvait à tout moment se faufiler à nouveau dans la nuit. Et dans les rues de Bâton Rouge, la mémoire de ces ombres sanglantes persisterait, rappelant à tous qu'il n'y avait pas de paix sans réconciliation avec le passé.